Salut à tous, ici Ophélie, vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Inscrire un record du monde dans les annales, c'est ce qu'ont fait Julien Brunet alias Juju et Éric Baronne. Juju, c'est la force mentale incarnée. Il est né il y a maintenant 29 ans, très prématurément, après seulement 6 mois passés dans le ventre de sa maman qu'il partageait avec son frère jumeau qui, lui, ne s'en sortira pas. Le verdict tombe. Julien est tétraplégique. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus faire usage de ses membres, il peut bouger uniquement sa tête. Mais qu'à cela ne tienne, Julien, avec l'aide de ses auxiliaires de vie, de l'ensemble de son entourage, croque la vie à pleines dents. Il veut vivre chaque moment intensément. Un jour, lorsqu'il avait 4 ou 5 ans, il rencontre Éric Baronne, cascadeur professionnel. Les 2 hommes se lient d'amitié jusqu'à réaliser ensemble l'impossible, faire des records du monde de vitesse en dual ski. Le dual ski, c'est un équipement avec 2 skis et une assise, il faut donc être 2 pour le pratiquer. Les 2 sportifs de haut niveau nous racontent tout de leur nouveau record du monde établi le 17 mars 2017. Oui, car les 2 passionnés de sports extrêmes en avaient déjà fait un en 2015. La complicité de nos 2 invités qui sont devenus nos amis nous ont mis les larmes aux yeux. On vous laisse vous plonger avec nous lors de cet instant suspendu et magique. Frissons, leçon de vie, sourire jusqu'aux 2 oreilles, tout y est. Très bonne écoute. Bonjour à Julien et Éric, je suis en compagnie donc de Clément et Martin, donc on s'est réunis chez nous, donc chez Martin et moi, et on est vraiment super contents d'avoir en face de nous 2 grands recordman. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous demander à chacun votre nom, votre prénom et votre âge. Et ce que vous faites dans la vie. Éric, je te laisse commencer si tu veux. Alors, je m'appelle Éric Baronne, j'ai 59 ans passés. Et j'ai été sportif de haut niveau et de l'extrême. Et aujourd'hui, je gère une société qui s'occupe de développer des événements. Ok. Bonjour Julien. Bonjour, donc Julien Brunet, 29 ans. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis en appartement et je suis auto-entrepreneur avec mes auxiliaires de vie que je gère 24 heures sur 24. Donc je gère la gestion des plannings, tout ça, voilà. Ok, et enchanté, on est vraiment super contents, comme je le disais, de vous avoir avec nous. On est aujourd'hui ici pour parler en fait de votre record du monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette discipline et sur ce jour qui a marqué un peu votre carrière de recordman? Est-ce qu'on peut expliquer ça comme ça? Oui, on peut parler de record du monde. C'est le cas en fait ce qu'on a fait avec Juju. Donc je vais laisser présenter la discipline à Juju qui est du dual ski. Donc moi, voilà, je fais du dual ski depuis l'âge de 8 ans. J'ai découvert ça au Rousse. Et en fait, le dual ski, c'est comme une luge sur des skis. Donc, le dual ski a une particularité, c'est que donc c'est en binôme avec un pilote derrière. Donc moi, j'ai ma paire de skis sous le fauteuil et Eric a aussi sa paire de skis. C'est pour ça que ça s'appelle dual ski. On est totalement indépendants les uns les autres tout en étant dépendants. C'est très joliment dit. Je passe la parole à Martin. Salut Clément. Juju et salut Eric. Et donc je remercie à mon tour votre présence aujourd'hui au micro de La Gagne. Ça nous fait hyper plaisir. Voilà. Je voulais savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les 2. C'est toi Julien qui a appelé Eric du haut de son palmarès, qu'il avait fait des records et tu t'es dit pourquoi pas moi travailler avec lui, du moins prendre plaisir avec Eric et tenter quelque chose. Alors oui, effectivement, ça s'est fait dans les stations du Mont Jura. Eric, il connaissait pas du tout le dual ski, donc je l'ai emmené au Rousse une journée. Et le lendemain, j'ai dit, voilà, c'est décidé, maintenant, t'as vu, je vais tenter un record du monde moi aussi. Et au tout début, il a pris ça
un petit peu comme de l'ironie. Mais moi, j'étais vraiment sérieux et je savais vraiment ce que je voulais. On s'est donné les moyens de le faire grâce à nous et à toute notre équipe qui nous entoure depuis toutes ces aventures. Mais j'aimerais préciser quand même qu'on se connaît depuis bien longtemps avant, non? Je crois pas. Parce qu'on s'est rencontrés sur les Monts Jura. Moi, j'étais pisteur secouriste, donc j'ai vite compris le principe. Quand on traîne une barquette ou un traîneau et puis un duo à ski, c'est un peu pareil en termes de pilotage. Et là, en fait, avec Jules, on se connaît depuis 24 ans maintenant. Hein. Tu avais 5 ans quand je t'ai rencontré dans un événement local aux alentours d'Oyonnax. Et je l'ai amené faire un tour en vélo sur mon guidon. Puis l'aventure d'une amitié forte est née depuis, quoi. En fait, on s'est rencontrés grâce à mon association qui s'appelle à l'heure actuelle la Bande à Juju, qui a été créée par mes parents et par des voisins. C'était pour financer un premier véhicule et depuis, voilà, on s'est rencontrés avec Eric lors d'un événement et depuis, on s'est plus jamais quittés, quoi. Est-ce que juste tu peux nous repréciser qui est Eric Baron, s'il te plaît, Juju? Eric Baron est l'homme le plus rapide de la planète en vélo sur terre et sur neige. Et c'est surtout quelqu'un de très humble et de très humain. Merci Juju. Merci Juju. Juste, donc Juju, tu nous as expliqué que tu avais monté une association avec tes parents. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et de quoi elle traite? Alors pourquoi monter une association? Parce que quand il y a le mot handicap dans la vie autonome, les appareils, les véhicules coûtent très cher. Moi, je suis infirme moteur cérébral, dû à une grosse prématurité. C'est des cellules motrices congrégées dans le cerveau. Donc, tétraplégique de naissance. Grossesse gémellaire aussi. Mon frère jumeau, il est né à 6 mois. On est né à 6 mois et il a vécu 1 mois après la naissance. Bonjour Jules, bonjour Eric. Vraiment, moi aussi, je suis très heureux de vous avoir au micro de la Gagne. Eric, toi, tu as dit que tu étais cascadeur professionnel, c'est ça? Ou tu étais... Non, sportif de l'extrême ski aussi? Bon, je suis cascade aussi, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est des cascades dans des films ou choses comme ça ou, Oui, vraiment... bien sûr, au départ, j'ai rencontré Rémi Julien, donc les fameux cascadeurs à l'époque, dans les années 90, c'était une sommité. D'ailleurs, c'est toujours une sommité. Rémi, il a 90 ans aujourd'hui. Je l'ai encore au téléphone une fois par mois. C'est quelqu'un qui a plein de projets. Donc, ça fait du bien d'entendre des gens comme ça qui ont plein de projets à leur âge. Et en fait, je suis rentré chez Rémi Julien pour, soi-disant, en tant que préparateur physique, comme je suis diplômé en préparation physique et sportive, pour entraîner le team. Mais j'ai vu que c'était un team qui s'entraînait pas physiquement, quoi. Ils sont dans l'action en permanence. Donc j'ai réussi à montrer ce que je savais faire en moto en quelques heures. Et après ils m'ont pris pour un spectacle moto à Metz qui s'appelait, je sais plus, je vais pas dire le nom parce que ça fait, je le dis, ça me fait rire. Le Parc des Schtroumpfs. J'ai travaillé au Parc des Schtroumpfs pendant 2 ans. C'est banal. J'étais pas déguisé en Schtroumpf, mais j'ai mangé avec Gargamel plusieurs fois. Mais pour de vrai, j'ai ramené une Schtroumpfette à la maison. Ça, c'est encore une aparté. Et puis en fait, j'avais les qualités physiques. Et en 93, j'ai proposé à Rémi Julien une première mondiale, un saut périlleux arrière en moto. Les Américains ont commencé à le faire en 2000. Moi, je l'ai fait en 93, première mondiale, à la Garenne-Colombe à Paris. Et je passais presque double déjà à l'époque. Ça aurait été facile si j'avais du mal à maîtriser l'arrêt de la rotation. En fait, bref. J'aime bien faire les premières mondiales, puis après laisser tomber l'affaire et passer à autre chose, en fait. C'est Donc, toi le Julien, premier à faire les choses et ensuite tu laisses aux autres. Voilà, donc j'ai fait plusieurs films. Dont les films les plus connus que j'ai fait, c'est Taxi 1 et Taxi 3. Hein. Tout le début du film en Taxi 1, c'est moi, un pilote qui double sa mini-série en scooter. La poursuite dans Marseille avec la musique de Pulp Fiction. Hein. Incroyable. Le saut périlleux arrière en moto, en scooter, le saut périlleux arrière dans Taxi 1, c'est moi, dans la parade aussi. Une première mondiale. J'ai dit de mettre plusieurs caméras parce que je voulais pas refaire 2 fois la prise, j'avais jamais fait. Et puis, saut de main par-dessus le guidon, si un vélo, je vous le refais tout de suite, si vous voulez, d'ailleurs. Et puis, Taxi 3, j'ai fait le gang du Père Noël, j'ai doublé Stallone et tout le début en vélo, quoi. Sauf la partie des voitures où c'était Thierry Girard, champion du monde de trial. D'accord. Et d'autres films avec Van Damme et d'autres, voilà. Impressionnant, très impressionnant. Et du coup, tu as toujours eu ce goût du risque? De l'action. De l'action. Il n'y a pas de risque. Si, mais après, le risque, on y reviendra, mais quand on connaît un peu l'environnement, après, on peut en mesurer les risques et puis se dire, je suis capable de le faire ou pas. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Donc, vous êtes rencontrés, vous vous souvenez un petit peu de l'année. Donc, Juju, toi, tu avais 6 ans. C'est à 4 ans ou 5 ans, donc c'était en 94, non? T'es né en quoi? C'est pas à 6 ans que tu as fait la descente et le record du monde. Hein.
C'est venu bien après. Ça a commencé, si je me trompe pas dans les dates. Le premier record qu'on a fait ensemble, ouais, 2013. 2013, il vient me voir, il m'appelle en 2012. Allô, Eric? Voilà, c'est ça que je voulais préciser, c'était savoir à quel moment vous êtes dit, allez, on va essayer de L'anecdote. faire un record tous les deux. Alors l'anecdote, Allô? Eric, c'est Juju. Oui, Juju, qu'est-ce qu'il y a? Il m'appelle tous les 2 jours. Hein. Eric, je veux faire un record du monde. Je dis pardon? Je veux faire un record du monde. Juju, je te dis comme ça, tu bouges que la tête, tu veux faire un record du monde, t'es fou, quoi. Et puis, c'est parti comme ça. Bon, des galères. Après, il a expliqué tout à l'heure, donc, qui m'a amené sur les monts Jura pour voir ce que c'est que le dual ski. Et l'affaire a été menée derrière. Il vous expliquera tout à l'heure ce qui se passe, ce qui s'est passé. Incroyable. Quel est le record, en fait, dont vous allez nous parler? Bah, le dernier qui s'est déroulé en 2017. 2017. Donc, vous avez battu le record du monde de vitesse. De dual ski piloté. Qui n'existait pas. Hein. C'est nous qui avons posé la marque de fabrique, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, en fait, vous avez battu personne. Enfin, vous vous êtes battu vous-même, du coup. En fait, on a établi un record du monde. Il faut savoir que par rapport à la compétition où il y a des concurrents, un record du monde, c'est plus un projet de performance, de haute performance. On n'est pas dans la compétition avec des dates bien précises. On organise notre propre événement, on y met une date et on monte tout ce qu'il faut. On met c'est un projet entrepreneurial avant tout, quoi. Alors moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'on a fait évoluer le matériel au niveau du handicap. Au niveau résistance, on l'a habillé. Le fabricant leader mondial nous a fait confiance, qui n'était pas gagné au tout début. On leur a dit, ouais, voilà, nous, on est capable de faire ça et on veut faire ça. Après, est-ce que vous suivez ou pas? Donc ils nous ont préparé du matériel de série qui existe, mais avec des amortisseurs renforcés. Et de telle façon à commencer à faire des records, c'était en 2013, pour arriver en 2017 à faire un gros record. Mais on a fait plusieurs records avant, quoi. Mais le dernier record en date, le plus haut, c'est celui de 2017. Oui. c'est ça, 2017, et c'est à Vars, la Forêt Blanche, c'est ça, dans les Hautes-Alpes. Oui, c'est ça. Donc c'est là où vous avez établi le record. Donc on va se replonger un petit peu donc, sur cette journée-là du vendredi 17 mars. On va aller la veille. Donc on se retrouve jeudi 16, vous êtes déjà sur les lieux. Le jeudi 16, on est sur les lieux parce que le 17, on a fait un record avec Juju. Le 18, je faisais mon record de vitesse. Donc il faut savoir qu'on est sur un terrain de jeu qui est réservé. C'est une piste de ski de vitesse, c'est la piste la plus rapide au monde. C'est comme un circuit de moto. On ne peut pas y aller si on n'a pas réservé, si on loupe pas la piste. C'est sécurisé, quoi. On a le service des pistes, des remontées mécaniques qui sont avec nous, les dameuses, tout ça. On est sur quelque chose de très délicat parce que c'est une neige qui est béton. C'est un peu comme une table, aussi dure qu'une table, mais inclinée à 45 degrés. Donc pour tenir, il faut des crampons à glace. La distance, est-ce que vous l'avez en tête? Vous partez de combien de hauteur? On part, en fait, la piste fait 1 km de long, 900 mètres de long sur 98% de pente sur les 300 premiers mètres. Après, ça diminue un petit peu. Nous, avec Jus, on part de la côte 180. On a à peu près 400 mètres de distance. 400-500 mètres de distance. Hein. Après, tu as la cellule de chronométrage qui est une moyenne sur 100 mètres. Et puis après, tu as la distance de freinage. On a 1 km de freinage pour essayer de s'arrêter dans de bonnes conditions, quoi. Oui, c'est important de le préciser. Votre record, c'est en moyenne 155 sur km. 100 mètres. Ouais. D'accord, donc vous pouvez potentiellement aller plus vite sur cette piste. En vitesse instantanée, c'est déjà légèrement plus haut. Et puis Oui. après, si on part du sommet, on ira encore plus vite. Mais on n'a pas encore fait du sommet parce que déjà du sommet en ski, il n'y a qu'une dizaine de skieurs au monde qui partent. En vélo, il n'y en a qu'un. Et en dual ski, on avait pensé partir du sommet un jour. Mais de toute façon, on plafonnerait à 170, je pense. Ah, donc ça peut être un record éventuel. Hein. Juju, est-ce que c'est dans ta tête? Toi, je pense que c'est dans ta tête, te connaissant un petit peu. Mais ça a toujours été dans ma tête. Attends, cette sensation, on peut pas vous la décrire, elle est unique. À peine vous êtes en bas, vous avez qu'une envie, c'est de remonter quand tout se passe bien. La veille, là, le jeudi, comme vous avez loué la piste jeudi, vendredi, samedi, vous regardez un petit peu la météo pour savoir des horaires un petit peu à respecter. En fait, il y a une équipe à chaque fois qu'on fait un corps du monde, que ce soit avec Juju ou moi en vélo. On mobilise mon équipe, c'est une vingtaine de personnes, 20-25 sur le jour J. Ah, mais c'est énorme. Avec des équipes de dameuses, des remontées mécaniques, des sécurités des pistes, on est une quarantaine à gérer. Donc il ne faut pas qu'on se rate parce qu'on mobilise 40 personnes malgré tout. Donc on a loué un terrain de jeu sécurisé grâce à tout le monde. Et c'est vrai qu'on détermine la veille ce qu'on va faire le lendemain.
en sachant que moi je pars toujours en vélo le matin très tôt parce que la neige est béton, faut pas une neige revenue. Et la nuit s'est bien passée, Juju? Toi, t'es dans quel état d'esprit là le lendemain? Après le briefing, quand tout est posé, on leur dit bon bah maintenant merci messieurs, maintenant on sait ce qu'on a à faire. Par contre c'est surtout le stress familial qui est très dur à gérer. Il y a ma maman qui est présente, il y a mes auxiliaires de vie qui étaient présents aussi, il y a ma sœur qui était là, donc... D'accord. Donc ouais, tout l'entourage est là pour En fait, pour nous, te soutenir. on se rend pas compte de la prise de risque parce que c'est normal pour nous. Mais quand on est une personne extérieure et quand on voit ça, ils se disent mais punaise, c'est pas possible quoi. C'est des barjots. En fait, Jules a besoin, comme moi aussi, une fois que le briefing est posé en soirée, nous on a besoin de se retirer. On a lâché prise sur l'organisation, ils savent tout faire, les autres ils ont tous un poste, une mission à fournir. Et nous, l'idée c'est qu'on arrive à avoir un peu de sérénité et de calme, donc on nous laisse un peu de côté. Mais Juju c'est différent parce que comme il a sa famille et puis qu'il est assisté, il est jamais au calme. Donc il a souffert un peu de ça, il me semble, non? Et je me suis adapté à ça parce que ma famille pouvait pas s'adapter à ça parce qu'ils pouvaient pas comprendre. Ils avaient peur pour toi. Voilà, c'est ce qui est resté humain, donc c'était à moi de m'adapter. Donc au bout d'un moment, faut faire le vide, faut couper les téléphones, faut se faire coucher tôt. Et voilà, il faut Et se puis reposer un peu. quitte à ce que ce soit 18h du soir, s'enfermer dans le noir dans sa chambre et plus bouger pendant 2h30, Faire le vide. juste pour qu'on te laisse tranquille, quoi. Ça marche. Parce que on en reviendra après, mais quand on est vraiment là-haut, c'est un sacré engagement, quoi. Et le matin, quand tu ouvres les yeux, tu te souviens un petit peu de l'heure? Est-ce que tu te souviens avoir bien dormi ou Généralement, perso, moi je dors pas très bien. Je me fais pas non plus la descente avant parce que ça sert à rien. Parce que c'est là où on dépense le plus d'énergie pour rien. Mais ouais, je dors mal parce que j'ai toujours cet esprit de conscience. En fait, du début jusqu'à la fin, quand on fait du KL, il faut être conscient. Moi, le jour où j'aurai plus cette conscience là du danger, bah je me dirais c'est pas pour moi, stop. C'est trop dangereux. Voilà, avant d'être dans la performance, faut chercher le plaisir. Et j'aimerais préciser un truc, c'est que moi j'ai découvert Juju dans le sport extrême, parce que je le connaissais avant dans d'autres facettes. Et là j'ai découvert un sportif de haut niveau. Aujourd'hui, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui va au bout de lui-même quelque part un petit peu, en s'étant bien entraîné, en s'étant tout préparé. Juju, son entraînement, il n'est pas physique, même s'il l'est un petit peu, mais plus avec le triathlon qu'il fait maintenant, mais c'est un autre projet qu'il a. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que un sportif de haut niveau, avant tout, c'est mental. Et lui, le mental, il a le sportif de haut niveau mentalement, il l'est totalement. Et ça m'a vraiment dérouté, quoi, de voir sa préparation, comment il se prépare mentalement pour être efficace. Parce que faut pas qu'il ait de stress, même s'il l'a, il le canalise. J'ai trouvé ça surprenant. Et quand il voit un mec comme ça qui se lève le matin avec la banane, parce qu'il a plein de projets dans la tête, ça veut dire beaucoup de choses. Je veux juste préciser ce que Eric vient de dire. En fait, j'ai pas le droit d'avoir du stress parce que sur mes skis, encore une fois, je suis pas tout seul. Le fauteuil s'appelle Dual Ski, donc duo. Donc j'ai pas le droit de lui retransmettre mon stress et lui non plus. Bon, sinon c'est trop risqué pour nous deux, quoi. C'est super important ce que tu dis. C'est vrai que vous avez vraiment une relation de confiance en fait. Elle a été créée au fil des années, cette confiance. Et comment vous avez réussi à construire cette confiance? Est-ce que vous y êtes allé par étapes? Je vais prendre la parole un petit peu, tu rajouteras après si tu veux. En fait, la confiance, elle est bien sûr, depuis qu'il a 5 ans, on se voit régulièrement. Après, on a fait du dual ski ensemble. Et du dual ski ensemble sans faire de compétition ou de record, juste aller skier ensemble. Et en fait, c'est là qu'on apprend à se connaître un peu mieux et voir un peu les limites, si je suis joueur. Voilà, et on a appris à avoir une connivence. Et on est sur le même tempo à chaque fois quand on se prépare à quelque chose un challenge. Exemple, dans la zone de freinage en KL, si moi réagis pas, le fauteuil il va mettre plus de temps à freiner. Tu dis interréagir, ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce qu'il faut que tu parles à Eric? Alors, est-ce qu'à 155, t'as essayé de parler Non, j'ai jamais essayé. à quelqu'un sur une moto? Effectivement, il faut que je me resitue un petit peu. Vous entendez rien, enfin vous entendez pas. On entend un sifflement de vent dans le casque.
Non, en fait, on interagit. En fait, c'est un peu comme un pilote moto qui sont passagers. Il faut être complice, quoi. Si on penche d'un côté et de l'autre, ça marche pas. Parce que juste la tête qui penche d'un côté, ça va déséquilibrer l'ensemble. C'est une concentration à avoir. C'est même plus qu'une concentration, c'est aujourd'hui, on peut dire ça comme ça, hein, c'est inné. Moi, ce que j'ai fait avec Eric, si quelqu'un d'autre me proposerait de faire la même chose demain, du jour au lendemain, non. Parce que je te connais pas, tu me connais pas, on n'a jamais skié ensemble, tu connais pas le matériel. Ouais, c'est vraiment le duo qui... voilà, il faut une complicité, j'imagine, et c'est ça la clé, quoi. Donc là, le matériel est prêt de la veille, déjà, le matin, tout est préparé, prêt. les réglages ont été faits par mon mécano. Les réglages sont faits. Voilà. Comme c'est la même mécanique moto ou vélo, c'est pareil. Comme le dual ski, il a quand même un amortisseur, des axes qui tournent. Donc il faut le préparer, les graissages, et puis le réglage amortisseur par rapport à son poids. Par rapport à mon poids, par rapport à la vitesse, à la zone de compression. Donc entre la piste et la zone de freinage, ça fait comme une petite base. Donc si l'amortisseur est trop mou, bah, ça compresse trop, donc on se retrouve en vol plané. En fait, un dos d'âne à 100 km/h, c'est bien, mais à 140, ça devient plus un dos d'âne, ça devient une bosse. Plus on va vite, plus ça devient un obstacle. Ouais, ok. Oui, donc le matériel est réglé. Le record est prévu pour 11h le vendredi matin. Alors, comment ça se passe? Donc là, on attend le responsable de la piste, qui s'appelle Philippe Billy, qui est responsable de la piste depuis des années, l'ancien sportif de haut niveau dans le domaine de la vitesse. Et c'est lui qui gère la partie chronométrage en même temps. Il nous dit top, la piste est libre, vous pouvez monter. Donc il y a une dameuse de la station qui nous prend avec son panier. On met le fauteuil dedans, Juju attaché dans le fauteuil, prêt à partir. Hein. Donc Juju, lui, il est prêt avant, en bas, il a sa combinaison. De dual ski, il est tout prêt, il est tout calé, tous les calages sont faits. Je suis tout dedans, tous mes calages sont faits. T'as une combinaison spéciale pour cette descente-là, ou tu mets ton suite préféré Pour le dernier record, oui, on a habillé en combinaison étanche à l'air tout le dual ski. Le dual ski, on l'a habillé d'une combinaison étanche à l'air, comme en ski vitesse, comme les pilotes ont. On voit rouge. Hein, on voit rouge, voilà, qui permettait d'avoir un léger meilleur aérodynamisme, parce que c'est pas non plus. Il aurait fallu profiler autrement, sinon c'est pour ça qu'on peut aller beaucoup plus vite si on avait un dual ski vraiment travaillé Formule 1. C'était pas encore le cas, mais on avait déjà un peu une tendance quelque part. Donc là, on est prêt en bas, toute mon équipe est prête au chronométrage en haut qui nous attendent pour nous sortir du ratrac. Hein, le ratrac monte sur un chemin sinueux qui est quand même dangereux. C'est une trace de dameuse sur des pentes à 40 degrés. Donc faire des petits virages comme ça jusqu'à arriver à la côte 180-190 km/h en ski. Là, on nous pose en ratrac. Mon équipe vient chercher Juju. Quelqu'un reste toujours avec Juju. Après, moi, je descends. On a lâché prise sur tout et on a quelqu'un qui pilote le projet à ce moment-là, hein, qui s'appelle Marc Amerigo. Donc, Marc nous dit « Juju, t'es prêt ?» Bon, Juju est prêt, donc il l'amène sur place. Eric, t'es prêt? Moi, je me prépare, donc je mets ski, je verrouille mes fixations. Et ensuite, je prends le chariot de Juju et on attend. Et là, votre état d'esprit, là, tout au long de la montée, là, dans la dameuse, alors on est hyper concentré. Oui. Vous êtes, est-ce que vous communiquez entre vous? Voilà, oui, parce qu'on n'a pas les casques, donc on peut communiquer, on est même un peu joueur, mais on est quand même très sérieux sur l'engin. Plus ça monte, plus moins on parle. Ouais. Alors moi, avec les années d'expérience, j'essaie de moins communiquer possible. Par contre, moi, j'analyse toute la piste. C'est-à-dire les qualités de la piste et les défauts. Et à cette époque-là, et même au jour d'aujourd'hui, je sais qu'à tel endroit, ça va secouer. Donc je sais qu'à tel endroit, il ne faudra pas bouger parce que on va être dans l'essoreuse à salade. Hein. Non, mais c'est exactement ça. C'est une essoreuse à salade. En fait, c'est de la sophrologie. Et il a sa manière de se préparer sophrologiquement parlant. Il regarde la piste, analyser tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Moi, j'ai une autre manière d'aborder. Moi, je suis en haut. Ben, toi aussi, tu es en haut, tu es pareil. On n'a qu'une envie, c'est de réussir. Donc, on est très positif au sommet. Hein, c'est ça. Hein, on est très positif parce qu'on a des gens autour de nous qui sont dans un état d'esprit très, très positif aussi. Et ils sont stressés, mais ils ne nous le montrent pas. D'ailleurs, Eric, tu pourras en parler. L'étude que vous avez fait à Marseille, c'est impressionnant quand on a vu les analyses après des gens sur nos derniers records de notre équipe, le pic de stress, comme il était haut, alors qu'ils nous ont accompagnés pendant des années là-haut. Et en fait, on avait des capteurs sur nous pour mon record. Je fais une aparté sur mon record du monde parce que c'est important, mais c'est pareil pour Juju. On a donné des gilets connectés à chacun des postes clés de l'équipe.
Et moi, on m'a fait avaler une gélule le matin pour savoir mon taux de stress toute la journée. C'était une technologie avancée, c'était pas encore sorti en fait. Et en fait, on a compris qu'il y a certaines personnes qui sont bien sur leur poste de travail et d'autres moins. Et on avait notre photographe, mon photographe professionnel qui n'était pas pu venir. Donc, il y a un autre montagnard qui est venu, mais il n'était pas dans le flot de l'équipe, pas dans la tribu. Il a fait son job, mais il n'a pas le même taux de stress que nous, donc il est ailleurs, quelque part un petit peu. Et comme quoi, l'harmonie collective est importante quand tu veux faire encore du monde, parce que c'est ce qui fait la réussite, quelque part. Tout le monde est stressé, mais tout le monde veut la réussite. C'est une énergie, c'est assez subtil, hein. C'est une énergie qui circule et qui permet d'aller au-delà de soi, au dépassement de soi. Vous êtes en fait en train de dire que tous ceux qui ont participé à ce projet sont recordman du monde avec vous. Et c'est exactement ça, dans leur domaine. Donc, Ok. si j'en reviens au départ, Ça y est, donc. On est tout en haut. Tout Ah en non, on n'est pas tout en haut. Non, pas tout en haut. Mais du moins, on est- à partir de la côte 180 pour faire leur corps de monde avec Juju. Voilà. Donc, Marc, bon, je vais passer pour Marc, d'accord? Marc, t'es prêt, Juju? Oui. Eric, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Venez là. On arrive au départ. Et là en bas, on attend au chrono, on attend avec les Toki. Est-ce qu'ils sont prêts? Prêts. La piste est libre. Eric, c'est quand tu veux. Juju, c'est quand tu veux. 3, 2, 1, top! Une Formule 1 sur le. On arrive en bas. On a passé les cellules dans de bonnes conditions. Ça a secoué. Juju en parlera mieux que moi. On fait quelques virages, puis on s'arrête à la cellule chrono. On ne sait pas ce qu'on a gagné, si on a battu leur corps ou pas, parce que le temps que le chronométrage vienne à la cabane de chrono, ça prend un peu de temps et c'est humain. Et ensuite, je laisse la parole à Juju. Et là, il y a un certain Mathias qui court en bas de la piste, qui gueule 155, 155, 155. Et nous, on est là. Non, on n'y croit pas au tout début, mais après, ils viennent tous vers nous. Et voilà, c'est la libération familiale, c'est la libération pour l'équipe, c'est la libération pour nous. C'est un projet réussi. Et pendant cette descente-là, vous pensez à quoi? De toute façon, il n'y a rien qui peut nous arrêter. On va y arriver jusqu'en bas, quoi. Pendant cette descente, moi, je pense à rien. Tu es concentré. Je pense, en fait, elle est tracée, cette piste. Donc, c'est un couloir où quand on est dans ce couloir, quand on est dans la piste, elle est tracée généralement en bleu. Le couloir, il est tracé en bleu et la ligne de freinage, généralement, elle est en rouge. Donc, moi, je me dis, plus la ligne rouge, elle arrive, et plus il faut qu'on reste droit sur nos skis parce que, voilà. Là, c'est un total lâcher prise. Moi, je suis concentré sur mon tonus, sur mon maintien de tête, sur mon gainage. Surtout, quoi. Tout ce que tu as Et je pense travaillé en que amont. Eric, c'est sur les bras et c'est sur les cuisses. Moi, c'est les bras et les cuisses. Puis, contrairement à quand j'ai un vélo, il se fait encore du monde. S'il tombe, c'est un vélo. Là, si on tombe, on est deux humains. Donc, il y a un humain qui tombe. Donc, la concentration n'est pas la même. Là, on n'a pas envie d'aller. On va dépasser les limites, mais pas trop non plus. Dans le contrôle. Rester dans le contrôle et la maîtrise. Ça ne sert à rien d'aller au casse-pipe non plus. Quelque part, on est là pour jouer, pour s'amuser et faire encore du monde. Encore du monde, il faut que ce soit joueur. Même si c'est de la bonne performance, il faut que ça reste un jeu. Il faut que ça reste du plaisir, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est on est tous les deux dans une complicité extrême pour justement. On est capable de dire non, on n'y va pas. Par exemple, au départ, si Marc il me demande si je suis prêt et si je dis non, on n'y va pas, Eric il va confirmer, il va pas forcément chercher à y aller. Déjà, on va redescendre, enfin c'est jamais arrivé, hein, mais on va redescendre, on va se réunir, on va savoir pourquoi et puis on va peut-être y retourner 3 heures après ou le lendemain ou pas du tout. Et cette organisation du record du monde, ça se fait que sur une seule descente? Vous avez qu'une seule tentative? Alors non, on peut faire plusieurs essais en visual ski, hein, je parle. On peut faire plusieurs essais au bon vouloir de la station, parce que monter une dameuse chaque fois c'est compliqué, c'est prendre des risques. Donc on arrive à faire 2-3 runs quand tout va bien. Puis des fois qu'un. 2 runs au maximum. Généralement, pour moi, tous mes records se sont faits en 2 runs, parce que moi, jusqu'à présent, j'avais besoin de faire 2 runs premier run pour me rendre compte si le matériel va bien. Là, en 2017, j'étais bien, le matériel était bien, on était bien. Et c'est la première fois où j'ai personnellement réussi à lâcher tout sur un seul run, quoi.
Ok, donc c'est la première tentative sur laquelle vous avez fait 155 ? Non, la deuxième, la première ou la deuxième? On a fait un run quand on a fait 150. On a fait qu'un run, On a celui-là. fait qu'un run. Celui-là, c'était en un seul C'était run. un seul, un one shot. Ouais, c'est ça. Et vous l'avez retenté une deuxième fois ou vous vous Non, êtes dit... après c'est On compliqué. a remonté après, mais pour le On a- Si, on a remonté, mais justement, vu qu'au premier run, on avait claqué, on avait envie de... On avait envie juste pour le plaisir. Parce que par rapport à Eric, il le dira plus tard. Pour lui, c'était le dernier. Donc pour moi, c'était aussi la fin d'une aventure. Même si on ne sait pas ce que dira l'avenir, mais à l'heure actuelle, j'ai d'autres projets. D'accord. Mais voilà, Toi, tu voulais te C'était- refaire ce kiff, quoi. c'était pour retourner la page. C'est comme un enfant. Vous lui faites goûter un bonbon, il va vouloir prendre un deuxième. Belle image, ouais. C'est vrai. On va quand même rappeler le kilométrage exact 155 540 km/h. Juju, tu te rends compte un petit peu? Ouais, bah depuis, j'ai plus de points sur mon permis. Merci. Ah, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que vous avez fait tous les deux. C'est un record du monde. Personne ne l'a fait, donc c'est incroyable. D'ailleurs, j'invite des gens tétraplégiques ou paraplégiques à tenter. On a écrit sur cette piste depuis 2017. Bon, même plus. Mais voilà. Moi, j'ai envie qu'on efface notre signature et qu'on fasse mieux. Ouais, c'est ça. Toi, t'as envie de challenge. T'as envie que quelqu'un batte ce record et fasse 156. Pour toi, tu fasses 157. J'ai bien compris, Juju. Hein, Pour on a bien pouvoir compris. rebattre après, oui. Ouais, bien sûr. Va falloir rechausser les skis aussi après, Jules. Mais ce qui est important, il y a tétraplégiques, paraplégiques, mais aussi les gens qui sont pas handicapés qui pourraient monter dans le fauteuil et puis se faire un bon shoot d'adrénaline avec un pilote pour faire des runs aussi, quoi. Tout est possible parce que c'est un fauteuil où des gens vont s'amuser avec aussi. Par rapport à ça, quand vous êtes à 100, entre 100 et 120 km/h, on va dire, il y a vraiment pas de risque, il y a vraiment aucune turbulence. C'est quand on dépasse les 135, quand on commence à frôler les 140, là ça commence à bouger. Mais on pourrait vous faire découvrir ces sensations-là sur une cellule basse pour que vous ayez juste la vitesse, quoi. Et c'est sûr qu'on a un appareil, le dual ski, comme il n'est pas profilé vraiment, les turbulences à 140, on les sent beaucoup. Si on avait un engin profilé, ce serait plutôt 170 qu'on sentirait les mêmes problématiques. Et je reviens un peu sur ce que a dit Jules. C'était ta dernière course, c'est ça, Eric? Tu as fini avec Jus ce week-end de record. Oui, on a fini, donc on a fermé le volet vitesse. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment fermé pour Juju encore. Donc on va voir ça dans l'avenir. Moi je suis prêt, c'est pas un souci. Le plus compliqué, c'est pas tellement de runner, c'est de monter le projet. Les autorisations, tout est lourd. Hein. C'est quoi? On n'est pas sur une compétition organisée par une fédération, donc tout est compliqué. Ok, bon, bah, c'est vraiment merveilleux. Enfin, c'est poignant en fait. Enfin, C'est là, impressionnant, ouais, c'est- c'est impressionnant et c'est marrant la façon dont vous nous l'avez fait. On s'y croyait, quoi. Vraiment. On a vraiment l'impression d'être avec vous C'est dingue. sur les skis. Et du coup, quand c'est fini, donc vous êtes sur votre matériel, vous déchaussez, et après. Oui, qu'est-ce donc qui se- il y a aux cellules de chronométrage, on a quand même tout le staff du public, hein, même parce que ça se passe dans une station de ski. Et c'est 11h le matin, donc c'est pas comme moi à 7h le matin où il n'y a personne. Les pistes de ski sont ouvertes là. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent voir ce qui se passe. Ah. C'est une piste réservée, donc On il y a aurait beaucoup de pu gens autour qui voir regardent. ça en live. Oui, bien sûr. Donc après, une fois qu'on est le corps est battu, ben, on se retrouve à la cellule de chronométrage. Il y a la presse qui est là, les médias, des télévisions aussi, et on fait face à tout ça parce que c'est l'occasion jamais de faire parler d'un record du monde et puis des personnages. C'est normal, ça fait partie du jeu. Les sponsors attendent aussi le résultat, donc Bah oui. ça fait partie du jeu, du challenge en fait, en tout cas. Donc après, ça dure jusqu'à 11h30 midi, voire 1h, et puis à 1h, on remballe tout, on descend en bas à la station, on pose toutes les affaires dans la voiture, et puis on essaie de manger tous ensemble, on débrief, et puis l'après-midi, on se repose un peu. Des fois, on va skier un petit peu, ça dépend. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, on se retrouve le soir pour arroser ça. Jusqu'à tard dans la Génial. nuit. Ok. Et toi, Juju, du coup, ta famille, ton entourage, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont déstressé un petit peu. Ouais. Hein. On les a sentis beaucoup stressés, comme tu nous as dit. Les premiers temps, ils se rendaient pas compte du record. C'était ouf, ça y est, c'est terminé.
Oui, Ouais. oui, mais attends, maman, il y a quand même eu un record. Oui, mais bon, vous êtes là tous les deux, quoi. Bah, comme oui, une maman, oui, quoi. Oui, mais il y a quand même eu un record. Oui, mais. Ouais. C'est délicat malgré tout parce que on parle d'humain, on parle pas de mécanique là, hein. Avant tout, sa maman est toujours partante, son papa il est un peu moins partant pour l'aventure, donc il faut essayer d'impliquer tout le monde malgré tout à leur échelle. Et c'est des fois c'est pas simple. Donc moi aussi en tant que pilote et puis responsable quelque part un petit peu aussi. J'ai fallu que je discute avec sa maman, avec son papa aussi. Bon, on se connaissait bien, mais malgré tout, pour des challenges aussi puissants, il faut appuyer encore un peu plus, quoi. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien le stress pour ta maman, étant maman. mais le dernier, ma famille a réussi à regarder quand même. Hein. Ils ont été spectateurs de cette... Alors, ils ont toujours été spectateurs, mais d'habitude, c'était la main devant les yeux. Mais là, ils ont... Non, là, pour le dernier, ils ont bien profité. Ok, ça doit te rendre fier. Oui. Génial. Félicitations, hein. Moi je suis impressionnée, On franchement. vous félicite encore, Ouais. ça c'est sûr. Et puis, Et donc la leçon à tirer, ça serait qu'on peut toujours repousser ses limites. Oui, peut-être. d'ailleurs, on vous invite tous à venir avec nous l'hiver prochain à repousser vos limites. On vous fait déjà, ne serait-ce qu'un baptême dans le dual ski, c'est sympa. Hein. Tu vas y aller, toi, Clem. On peut aller donc, pas de soucis, je suis prêt. on peut aller donc dans les Monts Jura faire un petit baptême de pilotage. C'est sympa comme tout, hein, vous verrez. Hein. En tout cas, c'est ouvert à tout le Toi, monde. Martin, Hein. t'es un peu un fou furieux, toi. Je suis un peu un fou furieux, non j'aime bien le ski, j'aime bien la vitesse, mais 155 km/h, je suis pas sûr que c'est... Non, mais dans les stations de ski du Mont Jura, on n'ira pas à 155, mais on pourra s'amuser et passer un bon moment. Mais ce qui est important, c'est en dual ski, l'avantage, comme en ski alpin où on est tout seul, en dual ski, ça devient un sport d'équipe, on est deux, donc on se parle, on skie toute la journée, c'est hyper agréable. On n'est plus tout seul en ski. Pour jouer, pour s'amuser, comme en dual ski, c'est fait pour ça au départ. C'est pas fait pour un record du monde, un dual ski, c'est fait pour aller s'amuser avec une personne handicapée, pour partager des choses toute une journée. Et c'est vrai, je pense que c'est le côté le plus intéressant du dual ski. Et maintenant, il y a des stations qui offrent le dual ski, ils appellent ça le fauteuil taxi. Donc ils offrent aux skieurs novices ou aux personnes âgées qui ont skié toute leur vie et qui disaient « Ah bah... Ça fait 15 ans que je suis pas retourné dans cet endroit-là, j'aimerais bien y retourner, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens d'y aller seul. Bah, c'est pas un problème. Il y a cette possibilité. Allez-y, nous, on vous emmène. Génial. Bah écoutez, merci en tout cas pour ce partage. Juju, tu nous as dit que tu avais des projets pour l'avenir, toi. Tu peux nous dire... donc là, actuellement, depuis 2 ans, je suis sur un projet de triathlon. Wow. L'année dernière, j'ai tenté l'Ironman de Nice par les 45 degrés qu'il y a eu. C'est pas allé jusqu'au bout. Cette année, on va changer le matériel pour avoir un vélo plus léger, plus aérodynamique, le bateau aussi. Et malheureusement, pour cause sanitaire que tout le monde connaît dans le sport et dans l'économie mondiale, malheureusement, le Covid-19 a mis en cause certaines courses de préparation qu'on avait. Donc, si je peux juste vous donner un rendez-vous qui va avoir lieu ici sur Mâcon le 30 août pour le triathlon S de Mâcon. Tu vas participer à ce triathlon ? Oui. Et juste, tu peux nous rappeler les distances de l'Ironman ? Tout le monde ne le sait pas, mais c'est très très impressionnant. L'Ironman, c'est 3,8 km de natation. Donc, quand les gens ont entendu que j'étais tétraplégique, ils vont se poser des questions. Il fait comment le tétra pour nager 3,8 km ? Eh ben, dans un bateau comme Leonardo DiCaprio, dans le Titanic, tiré par mon coéquipier Benoît qui nage pendant 3,8 km. Après, sur un vélo tandem, actuellement un Bullitt. Ceux qui connaissent Lyon, les vélos cargo, ils appellent ça. Donc on est sur un vélo de transport qui fait 120 kg à deux. Oui, d'accord. Donc 180 km, je crois ça. 180 km. Et pour finir, la course à pied, Et pour finir 42 195. le marathon. Ouais.
Donc un truc de fou. Voilà, Quoi. dans un fauteuil qui passe de partout, quoi. Donc là, il y a un binôme qui est encore plus puissant dans le sens où ils sont obligés de parler parce qu'ils passent 16 heures ensemble, soit face à face, soit dos à dos. C'est une complicité sur longue distance, donc ça c'est de l'endurance. Et là, c'est une autre aventure pour toi. Bah, c'est une autre aventure parce que c'est plus long et c'est plus humain puisqu'il y a de la communication. Donc, qui dit long, dit dans la souffrance des deux côtés. Donc, il faut de la cohésion, faut bien se connaître, faut bien que je monte de m'hydrater. Des fois, il faut que je pense à lui dire de s'hydrater aussi parce qu'il s'oublie. Et inversement. Et sans ça... Donc en fait, avec Eric, tu sprints. Et avec Benoît, tu fais de l'endurance. Voilà, c'est exactement ça. Ok. Et après ce sprint et après ces endurances, pourquoi pas les 24 heures du Mans? Ah non, ok. mais... Donc, des projets plein la tête. Non, ça c'est boutade. Hein. Non, Formule 1, non, ça va, j'ai gagné par rapport à Michael Schumacher. Donc en tout cas, Jules, on te soutiendra à Mâcon là pour le triathlon à Mâcon parce que nous sommes tous les trois c'est sûr. Ouais. Mâconnais. Le donc, 30 août, c'est réservé. On sera là, c'est réservé pour venir te voir. J'aimerais ajouter une belle leçon de vie qui est importante dans le monde d'aujourd'hui où on vit, où on se plaint de nos petits problèmes, des fois qui n'en sont pas, c'est des faux problèmes. Et quand on est dans des challenges comme fait Juju, qu'il entraîne une équipe derrière lui, qui gère son équipe, son auxiliaire de vie, quelqu'un qui a la banane, comme ça, il faut venir le voir à Mâcon le 30 parce que ça vaut la peine et parler avec lui parce que c'est vraiment intéressant et c'est mieux qu'une thérapie. Hein. C'est génial. C'est sûr. On va te poser notre question signature. Vous posez notre question signature. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos sensations que vous avez eues du coup sur ce record du monde en 3 mots? Quels Alors, seraient... soit 3 x 2. Ah, voilà. Quel serait-il? Donc, du coup, c'est Vos 3 mots qui... Ouais. 3 mots, hein, Juju. Vos 3 mots qui décrivent le plus votre gagne, là, votre record du monde. Alors, cohésion, solidarité et victoire. Confiance, maîtrise, dépassement de soi. Merci. Et merci beaucoup. C'est magnifique. Et Barjo, il n'y a pas, non? Non, ouais. Moi, j'aurais bien rajouté Barjo. Au fait, tu rajouteras un quatrième Pas ce mot. mot-là, je connais pas. Barjo. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Merci pour à ce vous. partage. C'était vraiment génial Merci de à vous vous. avoir. On est vraiment super contents et bonne continuation dans tous ces projets de dingue. On se revoit après l'Ironman. Déjà, on va se revoir après le triathlon de Mâcon. Ouais. Avant l'Ironman. Ouais. L'Ironman, c'est loin encore. Ouais. Au 30 août, Juju. Salut. Merci. Salut, Eric. Salut. Merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode. Nous remercions Juju et Eric pour ce récit incroyable. Avec Clément et Ophélie, nous espérons que les victoires de nos champions vous inspirent autant qu'une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant @lagadepodcast tout attaché. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. On compte sur vous. Vous pouvez suivre Julien Brunet sur sa page Facebook. On retrouvera Eric Baron dans un prochain épisode qui va vous couper le souffle. Avant de le découvrir avec nous, vous pouvez aller sur son site internet ericbaron.fr. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines, lundi 7 septembre, pour le 4e épisode de la Gagne Podcast. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.